Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Aujourd'hui, je te présente Colline, qui a décidé de faire un bébé toute seule. Maintenant que tu as bien la chanson de Goldman en tête, laisse-moi te parler de Colline, cette femme indépendante et féministe jusqu'au bout des ongles qui, même si elle désire être mère depuis toute petite, a bien pensé son projet de parentalité. Parce que, ok, elle désire être mère, mais est-ce un désir profondément ancré ou un désir dicté par notre société ? Colline chemine, elle se questionne et finit par comprendre que oui, elle veut être mère. Mais pas dans le schéma traditionnel qui voudrait que pour faire un enfant, il faut un papa et une maman. Parce que la vérité, c'est que Colline ne se reconnaît pas dans le schéma du couple hétérosexuel. Elle ne le voit pas comme un but ou une fin en soi. Elle aime être seule, prendre ses décisions seule, sans dépendre d'un homme, et surtout sans les injonctions, les inégalités et la charge mentale que le couple hétérosexuel implique, entre autres. C'est pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, que Colline a choisi de se diriger vers la PMA en solo. Un parcours pas toujours évident, dans des conditions pas forcément recommandables, mais qui reflète bien la nécessité d'entendre les voix de celles qui font ce choix. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Colline. Bonjour. Bienvenue sur Prenons un café. Je suis ravie d'échanger avec toi ce matin. Ça fait un moment qu'on échange toutes les deux. Ça fait un moment qu'on est en contact sur les réseaux. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour commencer, te présenter ? Alors, effectivement, oui, ça fait un petit moment et je suis ravie d'être là aussi et de pouvoir, partager, tout ça avec toi. Donc moi, je m'appelle Colline, j'ai 33 ans et je suis, la maman de qui, vient d'avoir 1 an et qui a été conçue par, PMA Solo. Comme ça, le sujet est placé. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de ce choix de PMA solo, de ton parcours. Je te pose la question traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ? Alors justement, c'est un questionnement qui m'a, habité pendant longtemps parce que, oui, en fait, j'ai ressenti ce désir d'être mère, depuis, toute petite, en fait, je dirais et j'ai eu, un désir de grossesse, assez tôt, vers, un peu après ma vingtaine, en réalité. Mais justement, je l'avais jamais questionné. Je me suis, dit à un moment donné de ma vie que je n'avais jamais questionné et que, j'avais besoin de passer par une phase, de questionnement sur moi-même et de savoir si c'était quelque chose, que je désirais profondément ou, si je l'avais, juste intériorisé. Donc je suis passée par cette phase-là qui a été, parfois assez violente, mais j'en suis arrivée à la conclusion que j'avais vraiment ce désir d'être mère et d'autant plus que j'étais prête, à le réaliser, en dehors du cadre «normatif», entre guillemets et dans un cadre, une configuration que la société, n'approuvait pas et ne légalisait même pas à l'époque donc. C'est quelque chose que tu as envisagé dès le départ, cette configuration, ou alors tu étais vraiment partie sur bah, qui vivra verra. Non, c'est pas quelque chose, que j'avais, envisagé dès le départ parce que, moi j'ai été, en couple, pendant longtemps avec, une personne, avec un homme, avec lequel je désirais avoir des enfants, parce que j'avais jamais questionné ça non plus et à ce moment-là, je désirais avoir, des enfants avec lui et c'est, finalement quand, même un peu en fait avant que qu'on se sépare, que j'ai commencé, à questionner à la fois le couple hétéro et la maternité, la parentalité à 2 et c'est quelque chose qui s'est fait, progressivement au fur et à mesure de toute une remise en question, de ma vie et qui, au départ s'est présenté peut-être comme un plan B, dans l'optique et suite à ma séparation et qui en fait est devenu, un plan A parce que je me suis rendu compte que finalement ça m'allait bien comme parentalité. C'est hyper intéressant ce cheminement, enfin ce questionnement. Moi, je suis passionnée par les personnes qui questionnent la parentalité avant de l'être, parce que c'est tellement un truc qui te tombe dessus,
de manière classique, en fait. C'est vrai que c'est ce schéma normatif, ce schéma sociétal qui dit qu'en fait, on doit avoir des enfants, mais on est peu finalement à se poser la question du désir, de la façon dont on veut le faire. On envisage généralement, alors je mets des gros on et des grosses généralités dans ce que je dis là, mais c'est vrai que le schéma classique, c'est on rencontre un homme quand on est une femme ou une femme quand on est un homme un couple hétéronormé. On fait un petit bout de chemin ensemble, on se marie, on a des enfants. Et c'est un schéma qui est la norme vraiment dans notre société. Toi, tu as questionné les choses différemment. Qu'est-ce qui t'a fait dire qu'en fait, la parentalité, tu voulais la vivre seule? Et ben, en fait, alors c'est plein de choses qui s'imbriquent, mais je dirais que ça s'est fait, aussi au fur et à mesure de mon cheminement sur le fait d'être mère. Enfin, c'est 2 choses qui se sont faites en parallèle puisque je me suis toujours dit que, enfin en tout cas, quand je pensais à ma maternité, que ce qui était important pour moi et que mon premier devoir de mère en quelque sorte envers mon enfant qui n'était pas encore là, c'était de pas lui faire porter, le poids de me réparer, de pas lui faire porter le poids de donner un sens à ma vie et à cette période-là de ma vie, où je concevais la parentalité, à 2, j'étais pas heureuse. Enfin, il y avait plein de choses de très bien dans ma vie, hein, j'ai vécu des belles choses en couple aussi, mais j'étais pas profondément heureuse et j'ai eu besoin de remettre en question tout ça, de me demander finalement, pourquoi j'étais pas heureuse dans ma vie et j'en suis arrivée à un moment, à la conclusion que finalement le couple que je prenais pour acquis et le couple hétéro aussi que je prenais pour acquis, n'était pas forcément ce qui me correspondait, le plus, que c'était pas quelque chose qui m'épanouissait profondément et qu'en fait, j'étais aussi très bien toute seule. Enfin que c'était une option, mais que j'étais finalement, très bien, voire mieux toute seule parce que, j'aimais, vivre, des histoires d'amour, mais, voilà le quotidien à 2, c'était pas forcément ce qui m'épanouissait le plus avec, toutes les problématiques en plus, du couple hétéro, voilà qu'on peut soulever et puis, ouais j'étais bien en fait dans ma vie, solo et donc, je me suis dit que, ben, la parentalité à 2, elle pouvait aussi être questionnée et j'en suis arrivée, ouais, à la conclusion que finalement, ça m'allait aussi et alors souvent on répond à ça que c'est très égoïste, mais moi je crois profondément que c'est pas mieux, d'avoir 2 parents ou d'avoir, un papa et une maman et qu'un enfant peut être, profondément, sain dans un cadre avec, un seul parent ou 2 papas ou 2 mamans. Mais est-ce que le fait de faire des enfants n'est pas tout simplement un acte égoïste déjà de base, en fait? Sans peu importe la configuration dans laquelle on le fait, est-ce que c'est pas juste un désir totalement égocentré de faire un enfant? Enfin, vraiment, c'est une question, que je me pose, à laquelle moi j'ai trouvé une réponse qui est oui, selon moi. Encore une fois, j'ai pas la réponse à tout. Je pense aussi. Mais le désir d'enfant, c'est un désir tellement ancré, tellement, beh, tellement soi, en fait. C'est pas, enfin, parce que sinon, on ferait pas d'enfants dans des temps apocalyptiques, dans des temps de guerre, dans des choses comme ça. Enfin, tu vois? Ça va peut-être loin, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, si c'était vraiment pour eux qu'on le faisait, voilà. Après, il y a une différence entre faire un enfant et l'éducation d'un enfant. C'est pas la même chose. Mais en tout cas, le désir d'enfant, il est, à mon sens, purement presque animal, mais dans le pour soi. C'est on veut un enfant, c'est pas, voilà. Mais je partage totalement ta réflexion et c'est celle que je me fais et c'est ce que je réponds aussi. Je pense que de toute façon, le désir de parentalité, comme tu l'as dit, on fait un enfant, ou des enfants pour soi et qu'il y a quelque chose d'égoïste, en fait, à la source. Mais ensuite, moi, je trouvais ça, justement, moins égoïste que non pas de faire un enfant à 2, mais moins égoïste que ceux et celles qui pouvaient me le reprocher ou me juger parce que, justement, moi, j'avais fait tout ce questionnement avant sur, bah, comment être la meilleure mère possible pour lui, comment, lui offrir un cadre sain, serein, réfléchi, enfin et moi, ça passait par ce vécu-là et ce cheminement-là pour, lui offrir quelque chose un foyer qui soit sain pour lui, quoi. Ouais. Oui et puis, en fait, il y a aussi et là c'est, enfin, ouais, il y a aussi les accidents de la vie, en fait. C'est quand on peut choisir de faire un enfant en couple, à plusieurs et en fait, finalement, se retrouver seul aussi. Enfin, c'est pas, Exactement. il y a pas je pense pas enfin
L'important dans cette histoire, finalement, dans la construction d'un foyer, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on offre en fait à l'enfant, qu'on soit un, 2, 3, 15, enfin à la limite, ça aussi c'est presque possible en fait. Il y a pas de normes et c'est pas 2 personnes qui vont rendre forcément un enfant heureux. C'est Tout pas à fait. voilà. Donc une fois que tu as avancé dans ce cheminement, à quel moment de ta vie le désir est devenu si fort qu'il était au point d'être concrétisé, enfin qu'il fallait que tu le concrétises? Je pense qu'en fait, j'avais vraiment pour moi, ça a été une douleur, en fait, de repousser ce désir de maternité quand j'étais en couple, parce que j'avais déjà la volonté d'être mère. Ça a été une douleur, mais comme je le disais tout à l'heure, j'avais vraiment besoin de ouais, de trouver un sens à ma vie et de me sentir, moi, prête, à accueillir un enfant et quand je me suis, séparée, je voulais pas, me lancer tout de suite dans une maternité parce que j'ai très rapidement pensé à la PMA solo vu que c'est déjà quelque chose qui m'habitait comme questionnement, parce que aussi mon couple battait de l'aile, hein, sinon je me serais pas posé la question sans doute. Mais j'ai eu besoin de me dire que je ne souhaitais pas le faire tout de suite parce que je voulais pas que mon enfant vienne combler, les failles de ma séparation. Enfin voilà, je voulais laisser du temps pour être sûre que c'est bien ce que je voulais, pour y réfléchir aussi parce que mine de rien, c'est pas anodin non plus d'être, maman solo, même si c'est par choix, enfin, pour plein de questions logistiques, enfin, sur plein d'aspects. Et puis parce qu'il fallait que je trouve comment faire aussi, parce qu'à l'époque, en France, c'était encore pas, légalisé pour les couples des femmes ou pour les femmes seules. Donc, je pense que très vite, en fait, j'ai commencé à me lancer dans le projet dans ma tête, à mettre un petit peu tous les jalons, tout en sachant qu'il y aurait de toute façon, ce cheminement et ce temps obligatoire. Et puis, quand j'ai eu toutes les infos, quand je me suis sentie vraiment bien dans ma vie, épanouie, que j'ai senti que j'ai absolument pas eu de phase de deuil, parce que je dis ça parce que je sais que certaines peuvent en passer par là, de devoir faire le deuil d'une maternité à 2 dans le cadre d'une PMA solo, pour certaines, même si elles sont très heureuses d'être dans une PMA solo, il y a, voilà, à un moment donné, une phase de doute, de se dire: «Mais, est-ce que je pourrais pas attendre de rencontrer quelqu'un?» Moi, j'étais vraiment, sûre de mon choix, en tout cas que ça m'épanouissait et je me suis lancée, quand je me sentis prête et que j'ai pu le faire, avec toutes les contraintes que ça impliquait. Quelles ont été tes démarches? Du coup, par quoi tu as commencé dans le renseignement? Alors purement technique, de où est-ce que tu es allée chercher les infos? Comment tu les as trouvées? Et quel a été ton choix finalement? Alors, les infos, je les ai trouvées sur internet, sur internet, parce qu'on trouve une mine d'informations sur Instagram, sur des groupes, sur différents réseaux sociaux aussi de femmes, qui s'entraident parce qu'il y avait que là qu'on pouvait avoir les informations, puisque une PMA solo, ça voulait dire, soit l'étranger, à l'époque, puisque ce n'était pas possible en France pour nous, soit alors c'est un secret de polichinelle, hein, soit en France avec, certains médecins qui, aidaient les couples de femmes et les femmes seules. Mais, voilà, il fallait, forcément trouver ces infos-là, trouver des médecins fiables, trouver, si on choisissait d'aller, à l'étranger, des infos sur les cliniques, sur comment ça se passe, sur, ce qu'il faut faire. Et puis, c'est une question souvent taboue, mais aussi, sur les questions financières puisque, qui dit illégal dit, absolument rien de remboursé puisqu'on ne peut pas passer par, la sécurité sociale. Donc, moi, de manière très triviale, ça a commencé par ça. Ça a commencé par me renseigner sur, les coûts, potentiels de tout ça, de tous les frais médicaux, de tous les déplacements si c'était à l'étranger et de me dire, «Je ne sais pas encore si je le ferai, mais je commence dès maintenant à mettre de l'argent de côté». Donc moi, ça a été le départ. Et toi, tu t'es dirigée vers quel pays alors pour effectuer ta PMA? Alors moi, en fait, au départ, je ne savais pas trop. J'étais un peu perdue. Je pensais me diriger vers l'Espagne parce que c'est ce qui me semblait le plus simple, parce que, c'est ce que j'entendais comme le plus, rodé dans les PMA. Ce dont j'étais sûre, c'est que je voulais pas, par exemple, la Belgique parce que je savais qu'il y avait des entretiens psy obligatoires et que moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec, le fait qu'en tant que solo, on nous demande, on valide en fait ou non notre désir d'être mère solo. J'avais vraiment du mal avec ça. Je sais que ça fait débat et que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi, je ne souhaitais pas. Et finalement, en fait, au fur et à mesure de mes discussions avec d'autres, j'ai découvert que certains, médecins, gynécos, acceptaient de nous aider en France. Alors, je reprécise, hors cadre sécurité sociale, mais voilà, acceptaient de nous aider
et c'est le choix que j'ai fait parce que, habitant dans une grande ville, ben, c'était plus simple pour moi. Il y avait des médecins et voilà, pour des questions aussi, purement logistiques, de pas pouvoir m'absenter de mon boulot. Enfin, ça a été le plus simple pour moi et c'est le choix que j'ai fait. Donc j'ai fait ma PMA en France. Donc c'était une PMA, un peu clandestine Exactement, finalement. Mmh. exactement, ouais, ouais. Mmh. Non, mais c'est intéressant parce qu'on entend peu ces témoignages-là, en fait, finalement. On entend beaucoup, bah, c'est vrai, la Belgique et l'Espagne parce que, ben, c'est ce qui est plus près. On n'a pas encore de témoignages sur les PMA légales en France parce que ça prend, enfin, en tout cas pour les couples de femmes et les femmes seules, ça prend un temps fou et je sais même pas s'il y a déjà des femmes qui ont pu accéder à la PMA, avec ces particularités-là. Du coup, comment ça se passe? Enfin, vous vous refilez les noms des médecins un peu sous le manteau? C'est un peu ça parce qu'il y a une espèce de confiance finalement réciproque parce que alors, je dis ça, mais très honnêtement, vu que c'était juste avant le passage de la loi, c'était en tout cas dans les starting blocks, et ben, je pense qu'il y avait vraiment, là aussi un secret de polichinelle finalement que certains médecins étaient connus et pas dénoncés. Mais nous, c'était important de faire en sorte de les protéger aussi et de protéger leur nom. Donc, c'était important de pas trop, les exposer, de pas mettre comme ça les noms, sur des sites, ou des réseaux sociaux et puis oui, ensuite on les contacte et on voit si c'est OK et on fait donc toute la démarche, finalement comme des couples hétéros mais Ouais. Oui, parce que tu vas quand même en centre PMA, c'est pas, soit non, non, c'est pas dans une cave, c'est pas dans c'est une pas cave voilà. avec une seringue, Non, voilà. non mais c'est en réalité, c'est Non, mais important de le dire, ouais. on peut se poser la question parce que tu vois, j'ai utilisé le mot clandestin, mais c'est vrai que quand il est connoté ce mot, tu vois, ça pourrait être clairement quelque chose de, tout comme on pratiquait des avortements clandestins il y a des années dans les cuisines, ben en fait ça pourrait presque être la même chose et potentiellement ça arrive aussi ce genre de choses. Mais toi, c'était vraiment dans un cadre médical. Alors oui, en tout cas, si c'est pas dans des centres PMA, la plupart du temps, c'est dans des cabinets, en fait, de gynécologie ou plus rarement sans doute, avec des sages-femmes ou mais c'est souvent, plutôt des gynécos, ou des médecins et oui, oui, c'est, dans des conditions, alors là aussi, il y aurait beaucoup à dire parce que malheureusement, tout n'est pas beau, rose et tout le monde ne fait pas ça uniquement pour la beauté du geste et il y a un certain nombre de gynécos et ça aussi, il faut le dire parce qu'il y a un certain nombre de gynécos qui faisaient ça, aussi pour des questions d'argent et donc avec, un certain nombre de dérives et c'est pour ça que je trouve important de le dire parce que même si c'est dans un cadre médicalisé, je pense qu'il faut pas idéaliser, la PMA parce que je sais que ça se pratique toujours. Tu l'as dit, les délais aujourd'hui, en France sont en tout cas dans le cadre légal, sont très, très longs et donc beaucoup continuent à partir soit à l'étranger, soit à passer, via, bah, le même type de PMA que j'ai pu faire et je pense qu'il faut vraiment pas l'idéaliser non plus parce que, il y a beaucoup de dérives de médecins, qui, vont être beaucoup moins regardants sur, des traitements médicaux, sur les stimulations et c'est pas rien en fait. Ça peut aboutir à des choses, parfois, plus ou moins graves, en tout cas des hyperstimulations, enfin des choses médicales qui sont pas anodines, parce que certains et certaines sont voilà le font, je sais pas, oui, soit pour l'argent et sont prêts à avoir des résultats à tout prix, soit, finissent par, se dire que l'important c'est qu'eux arrivent à donner la vie et donc il y a des dérives aussi et je tiens à le souligner parce que j'en ai fait les frais aussi, on va le dire Ouais, clairement. c'est vrai. Ouais, j'en ai fait les frais aussi et donc ouais, ce enfin, j'en ai fait les frais aussi, oui, moi je m'en suis bien sortie mais voilà, j'ai eu, un des essais de ma PMA, qui s'est vraiment, enfin qui s'est pas bien passé et qui aurait pu avoir des conséquences, beaucoup plus compliquées au niveau médical, ouais. Moi, j'avais une question, c'est au niveau administratif dans ce cas-là, comme c'est quelque chose qui se passe en France dans un endroit où c'est pas forcément autorisé, administrativement, on te déclare comme femme célibataire, on te déclare comme, on t'invente un conjoint? Enfin, comment ça se passe? Oui, je pense alors je sais pas exactement comment ça se passe, pour toutes les déclarations, mais à partir du moment où les médecins, aidaient ou aident encore des femmes solo ou des couples de femmes, en tout cas hors cadre légal, c'était voilà, en tout cas, c'était pas déclaré que c'était solo, et effectivement, le risque pour les médecins, c'était d'avoir un contrôle, quoi. D'avoir un contrôle qui aurait pu être, aurait pu être problématique, mais c'était juste,
En fait, tout ce qui était, médical était, déclaré à mon nom et juste il n'était pas précisé a priori que j'étais, seule et qu'il y avait pas de conjoint. OK. Mais sinon le process était le même? Tu avais les mêmes examens que, les personnes qui étaient les couples hétéros, en fait, en PMA en France? Oui, oui. Ouais. Les mêmes examens parce qu'en fait, même si on n'a pas forcément d'infertilité déclarée, finalement, on ne le sait pas si, puisqu'on n'a pas tenté, enfin, on n'est pas en couple. Donc, on a, au départ tous les examens médicaux, d'une PMA, parce que, il ne sert strictement à rien de se lancer dans des essais, sans savoir finalement, s'il va falloir, une insémination, une FIV, des stimulations hormonales, enfin, donc on a vraiment le même processus, ouais. OK. Comment tu vis, toi, ce processus-là, seule? Parce que, enfin, c'est quand même, enfin, mine de rien, tout ce qui va être stimulation derrière, c'est pas rien. Enfin, c'est des traitements qui sont, qui peuvent être invasifs et qui ont une incidence sur sur le quotidien. Comment tu vis, toi, toute cette phase-là? Alors, je m'y étais beaucoup préparée psychologiquement et étant donné que c'était pas subi, j'ai pas mal vécu le fait de le vivre au départ, alors je précise en tant que célibataire parce que justement, je me suis jamais sentie seule. Certes, j'étais pas avec, un deuxième parent, mais je me suis jamais sentie seule parce que j'ai été extrêmement entourée, épaulée, déjà par, la communauté, entre guillemets «des solos» parce qu'il y a un groupe et encore maintenant, il y a beaucoup d'entraide, d'échanges d'infos. On sait qu'on peut se confier, à d'autres qui comprennent, ce qu'on vit et puis par, mes amis proches à qui j'en avais parlé, qui ont été là, qui m'ont accompagnée à des examens, qui m'ont toujours dit que si j'avais besoin, enfin, elles pouvaient être là même pour m'aider pour des piqûres quand j'ai été sous stimulation, donc je me suis jamais, sentie seule et puis alors sans doute qu'on va, l'évoquer aussi après, mais il faut dire que moi j'étais dans une configuration particulièrement, atypique puisqu'en fait, je me suis retrouvée à faire, une PMA solo alors même que finalement j'étais, en couple, puisque entre-temps, dans mon processus, je me suis, mise avec quelqu'un et même si au départ il n'a jamais été question, enfin qu'on remette en question mon choix de PMA solo, moi j'avais, ma maternité que j'essayais d'avoir d'un côté et notre couple de l'autre et pour le coup, il a aussi été très présent puisqu'en fait ça c'est quelqu'un que je connaissais d'avant, mais on s'est mis ensemble quelques jours avant mon premier essai. Alors un peu de loin, mais il a vécu ça, en partie avec moi aussi, même s'il n'était pas là, en tant que deuxième parent et même si, pendant ma grossesse, il m'a pas accompagnée aux échos parce qu'à ce moment-là, voilà, on n'était pas du tout dans cette optique-là. Donc, le processus a été difficile pour moi. Voilà, les stimulations, ça a été compliqué en termes de fatigue, en termes d'effets secondaires. Ça a été compliqué psychologiquement aussi le processus de PMA, mais qu'on peut retrouver pour des couples, l'attente, les échecs. Enfin voilà, ça a été compliqué. Mais j'ai pas eu la sensation de le vivre réellement seule et en tout cas tout ce que je vivais seule, je l'ai pas subi, ça m'allait. OK. Bah oui, c'était un choix après, tu aligné en fait, quand tu es aligné avec ton choix, ça se passe forcément mieux. Je vais me permettre de revenir sur l'information que tu viens de nous donner, Colline. Je ne Je peux pas t'en la prie. laisser passer comme ça parce que je vais recevoir des messages des auditeurs et auditrices qui me disent: «Bah, enfin, pourquoi tu n'as pas rebondi sur cette information?» Tu viens de nous dire que tu avais, commencé une relation, pendant que tu étais, dans ton parcours de PMA solo. Alors c'est quelqu'un que tu connaissais avant, donc qui connaissait Oui, ton alors, projet? oui, oui, qui connaissait mon projet, en fait, c'est quelqu'un comme, je le disais, je crois, tout à l'heure, moi, quand, j'ai voulu me lancer, dans une PMA solo et me dire: «Ben, je m'épanouis pas forcément dans le couple, enfin, voilà, je suis très bien, en fait, célibataire», enfin, sans forcément de vie quotidienne à 2. J'ai pas pour autant, renoncé, à l'amour, ou, à des relations amoureuses, en fait. On me disait souvent: «Ah mais tu verras», mais, en réalité, moi, je j'ai pas du tout, tiré un trait là-dessus et donc, j'étais dans une optique de vivre potentiellement soit des histoires, voilà, qui durent quelque temps, soit peut-être des histoires d'amour qui durent un peu plus longtemps, mais sans, que ça, engage, une projection sur une vie à 2 et encore moins sur une parentalité à 2. Voilà, c'était, très clair pour moi. Je ne voulais pas du tout ça, en fait, quand j'en suis arrivée,
à ce moment de ma vie. Et donc j'ai rencontré cette personne au départ. Enfin, c'était censé être juste un flirt, voilà, de quelque temps. Finalement, on est devenu, moi étant dans mon processus de PMA et en fait, voyant que j'accrochais vraiment beaucoup avec lui, je me suis dit: «Ouh là là, non, non, c'est une mauvaise idée. Ne commence pas une histoire avec lui alors que ben, vous allez vous séparer dans quelque temps, étant donné que tu seras dans les débuts des essais PMA. Donc, on a construit finalement une relation d'amitié qui est devenue assez forte assez vite. Je lui ai parlé de mon projet de PMA. Il a mieux compris du coup pourquoi je souhaitais pas poursuivre autrement qu'amicalement et ce avec quoi il était tout à fait ok. Et puis en fait quelques mois plus tard, et ben on s'est rendu compte alors que j'étais à quelques jours du début de mes essais, ça s'est fait sans vraiment qu'on y réfléchisse, mais on s'est rendu compte qu'en fait il y avait clairement quelque chose qui jouait et qu'on n'avait pas vécu tout ce qu'on avait à vivre et qu'on allait le regretter. Donc on s'est dit bon ben voilà, on voit, on ne sait pas combien de temps ça va mettre pour que je sois enceinte, donc on voit. Lui, il était tout à fait ok avec le fait que je fasse une PMA solo et que voilà, avec mon projet de vie, ça lui allait en fait aussi qu'on ne mêle pas forcément les deux. Et on s'est dit on verra quand je serai enceinte où on en est. Et puis je suis tombée enceinte et on n'a pas souhaité arrêter. On s'est dit on verra au fur et à mesure. Il faudra qu'on se sépare avant quand même l'accouchement parce que sinon ça va être un petit peu compliqué à gérer. Et puis ça s'est pas passé comme prévu. Ouais, Voilà. j'imagine. Est-ce que ça remet en question, alors purement, médicalement, est-ce que ça remet en question le fait que tu fasses une PMA solo quand tu es dans une relation? Alors moi, pas du tout. Moi, ça ne l'a pas du tout remis en question. Vraiment, ça a été clair dès le début. Enfin, déjà parce que je n'envisageais vraiment pas une parentalité à 2. Pour moi, c'était quelque chose qu'à ce moment-là, je ne voulais pas du tout. Et en plus parce que, de toute façon pour moi, je partais du principe que quand bien même on entame une relation et qu'on peut souhaiter une parentalité à 2, j'avais déjà, cheminé pendant un moment. J'avais galéré pour en arriver, là où j'étais à quelques jours des premiers essais et il était absolument hors de question de remettre ça en cause pour une histoire, de toute façon où je ne savais pas où ça allait et où en plus à titre personnel, je me projetais pas dans quelque chose de, en tout cas des projets construits sur le long terme. Donc moi ça l'a jamais remis en question et ça a jamais vraiment été un problème. Enfin on en a beaucoup, beaucoup parlé, ça a jamais été un problème, pour nous 2. OK. Bon, tu commences les essais. On apprend maintenant que ça a marché. Ça a fonctionné au bout de combien de temps? Au bout Ça de fait 3 combien? essais, donc je m'en sors, plutôt bien, parce Ouais, que ça reste classique, enfin c'est pas énorme, ouais, heureusement parce que le dernier essai a été très, très compliqué, mais c'est celui qui a fonctionné et donc oui, ouais, en termes de nombre d'essais, je suis plutôt parmi, les chanceuses. qu'est-ce que tu appelles, un essai un peu compliqué? Eh ben, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est très, très compliqué de discuter de ce sujet parce qu'il y a, je pense, une espèce de conflit de loyauté, vis-à-vis des médecins qui t'aident et en même temps, je pense que ça peut pas tout justifier non plus et que, il y a clairement, eu des choses au niveau médical qui ne sont pas normales. En l'occurrence, on m'a, fait, faire une stimulation sur le troisième essai qui était beaucoup, beaucoup trop forte pour que ça marche à tout prix, sauf que, enfin, c'est pas possible, on peut pas non plus risquer sa santé, pour ça. Et alors moi, je m'en suis rendu compte. J'ai eu la chance de me rendre compte qu'en fait, les doses que j'avais parce qu'on n'y connaît rien au départ, on fait confiance aux médecins et j'ai eu la chance de me rendre compte en discutant avec d'autres que les doses que j'avais n'étaient pas normales, que j'avais aussi des symptômes qui n'étaient, pas normaux et voilà, bon, enfin, c'est un petit peu compliqué de rentrer dans les détails, mais au final, on a arrêté plus ou moins on n'a pas arrêté l'essai, mais on a modifié, en cours de route, ce qui, donnait de fortes chances que finalement ça ne prenne pas, mais je préférais ça que ruiner ma santé. Je voulais un enfant, mais pas à tout prix non plus. Et puis, en fait, ben, non seulement je m'en suis bien sortie, mais en plus c'est là que ça a marché, donc voilà. Mais ça a été éprouvant psychologiquement parce qu'à ce moment-là, ouais, pour ma santé, il y avait des risques. Mais justement, enfin, ça me fait penser à un point
Peut-être parce que c'est important de parler de tous les parcours et de tout ce qui se fait, mais c'est aussi important de rappeler la sécurité et de rappeler qu'en fait c'est la santé avant tout et que dans la mesure du possible, si on peut le faire dans un cadre justement sécuritaire et que c'est pour ces raisons-là qu'on demande justement les légalisations et qu'on demande que ce soit possible en fait pour les femmes seules, pour les femmes en PMA, mais plein de domaines. Je pense à l'avortement parce que ça résonne, tu vois aussi, de se dire en fait si on interdit l'avortement par exemple, ça va pas arrêter les avortements, ça va les rendre insécuritaire. Le fait d'interdire la PMA pour les femmes et seules et en couple de femmes, ça n'empêche pas la PMA, ça n'empêche pas la procréation. Par contre, ça la rend beaucoup moins sécuritaire et ça la rend même limite dangereuse. Et c'est bien ça le problème. Parce que sous couvert de dire en fait ça doit pas exister ou pour X ou Y raison pseudo-idéologique, en fait on met en danger les femmes. Et ça c'est pas ok. C'est pas ok parce que dans tous les cas, une femme qui veut un enfant fera tout pour avoir un enfant. Enfin, je veux dire, alors je parle pour les femmes parce que je suis une femme et parce que on est entre femmes. Là, je ne sais pas comment ça se passe pour les couples d'hommes. Je ne sais pas comment ça se passe pour les hommes célibataires. Je ne sais pas. Et c'est pas le sujet sur ce coup-là. Mais en tout cas pour les femmes, si elles veulent un enfant, elles auront un enfant en fait. Et peu importe qu'on les empêche ou pas, ça sera peut-être fait de façon pas safe du tout. Et l'idée, c'est ça, c'est de sécuriser les femmes et de leur apporter tout ce qui est possible d'apporter parce que ce sont des pratiques qui existent et qui sont possibles de manière sécuritaire. Et en fait, elles devraient être possibles pour toutes. Alors aujourd'hui, en France, sur la PMA, ça a avancé un peu parce que quand même, on se rend bien compte que dans les textes, c'est légal, mais dans les faits, c'est autre chose parce que on est quand même dans un pays très très en retard sur ces sujets-là, dont l'accès n'est pas très facile pour les femmes de toute façon. Mais c'est pour ça en fait que c'est important de légaliser. Et je trouve que ton témoignage justement l'illustre vraiment, de dire que en fait on recommande pas forcément de le faire de cette façon-là parce que enfin de manière illégale et donc clandestine, on le recommande pas. Il n'empêche que ça arrive. Mais c'est pour ça que je choisis d'en parler parce que je sais que je m'expose en partie mais je trouve ça vraiment très, très important de l'évoquer parce que, il faut voilà que peut-être certaines personnes qui vont se dire: «Ah mais moi aussi je voudrais faire une PMA solo» ou, le sachent, se méfient, fassent attention et n'hésitent pas à en discuter avec d'autres parce que vraiment, je trouve que c'est important et puis pour que ce soit pas, oui, idéalisé non plus. Enfin, moi, je regrette rien de ce que j'ai choisi de faire et du fait d'avoir fait une PMA solo. En revanche, comme tu le dis, je trouve ça terrible, en fait, de se dire que alors, à la fois quand c'était illégal, mais encore aujourd'hui où certes, ça a avancé en France, mais il faut rappeler, on l'a dit, que les délais sont considérables aujourd'hui et que donc beaucoup de femmes ne peuvent pas, se permettre d'attendre ou ne souhaitent pas attendre et se tournent vers d'autres moyens. Et puis parce qu'il y a aussi, et je trouve, important de le souligner, toute une partie de la population qui est exclue, à savoir, les personnes trans, par exemple, les personnes trans qui peuvent, mener une grossesse et que voilà, et que toutes ces personnes-là, se retrouvent dans des entre-deux, qui peuvent être, dangereux. Donc je trouve ça c'est important de dire il faut, oui, il faut la légalisation et puis il faut les moyens de le faire. Il faut la légalisation aussi pour tout le monde parce que sinon on se retrouve dans des situations comme ça. Non, mais complètement. Je suis complètement alignée avec ce que tu dis et c'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode-là aussi, hein. Enfin, voilà, de rappeler un petit peu comment ça se passe et c'est pas juste une jolie histoire d'une femme qui souhaite un enfant et qui a son enfant et qui l'aime et qui se passe bien. C'est aussi une histoire de société, c'est aussi un sujet de société. C'est un combat aussi et c'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode-là. Et puis rappeler aussi qu'en fait, si ça se passe pas bien, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien quand on est de manière clandestine et illégale, en fait, on peut pas se retourner. Même si c'est un médecin, on peut pas se retourner contre lui, on peut pas avoir de recours en fait parce que il est pas, enfin, c'est pas censé exister, c'est pas censé être possible. Donc en fait, c'est compliqué. Et c'est ça aussi qui rend les choses difficiles et cette espèce de conflit de loyauté dont je parlais parce que on m'a déjà dit: «Ah mais tu craches dans la soupe». Non, je crache pas dans la soupe, je serai toujours éternellement reconnaissante. Alors il y a aussi des médecins qui aident et qui sont super, attention, hein, et je leur en suis profondément reconnaissante, qu'on soit bien d'accord. Mais je pense que justement, ce n'est pas normal qu'on se retrouve, du fait qu'on n'ait pas le choix, et qu'on soit dans l'illégalité, qu'on se retrouve à ne rien pouvoir dire et à ne pas pouvoir contester, des situations,
voilà, des propos qui sont pas acceptables ou des situations de non-respect du consentement ou de non-information des patientes. Enfin, voilà, je trouve que c'est important de dire que ben c'est pas parce qu'on est dans une situation asymétrique que ça doit permettre ce genre de choses en fait. Et bien sûr que je serai toujours reconnaissante en partie à la personne qui m'a permis d'avoir mon fils de tout ça. Et en même temps, je ne peux pas ne pas dire oui, mais enfin quand même, c'est pas une raison pour nous mettre des doses de stime sans nous informer des risques en fait, par exemple. Voilà. Oui, et puis financièrement aussi, parce que mine de rien, en fait, tu les payes aussi, ces médecins, parce qu'ils font un métier. Et là aussi, ça peut poser question, en fait, pas de payer, parce que tout travail mérite salaire, et que c'est pas parce qu'on est en France et qu'on a un système de sécurité sociale qui est très avantageux pour nous que c'est gratuit, et ça, faut pas l'oublier. Les soins sont pas gratuits, parce que les personnes qui soignent méritent d'être payées pour ce qu'elles font, pour leur connaissance et pour leur métier. Il n'empêche que quand tu sors du cadre, ben, c'est de l'argent aussi qui sort du cadre. Elles le font par altruisme, certes, mais pas toutes. Et il faut faire peut-être attention à ça aussi, quoi. Non, non, mais c'est exactement ça. C'est toute la problématique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose n'est pas légal, et ben, ça engendre aussi des comportements Ouais. Ça engendre plus des dans le dérives. mercantile, enfin, Bien sûr. ouais, et des dérives. Donc, c'est difficile parce que je pense que je suis pas la seule à passer par ces phases ouais, de conflit de loyauté, même si j'en parle avec d'autres et certaines. Je sais on est même pas toutes d'accord entre nous. Euh, mais ouais, je pense qu'il faut aussi garder ça à l'esprit que c'est pas toujours juste par pure volonté Bien d'aider, sûr. quoi. Mm. Mais de toute façon, la solution à tout ça, ça reste de réglementariser et de légaliser, en fait. Juste, c'est ça, finalement, la clé. Légaliser, voilà, et puis donner Et de les mettre un moyens. cadre Mm. là-dedans, de mettre un cadre pour que tout soit fait correctement dans l'intérêt des futures mères, mais dans l'intérêt aussi des médecins, pour que tout le monde soit protégé, en fait, tout simplement. Et voilà. Et puis, enfin, non, faites ça, s'il vous plaît. Ben, je suis bien d'accord. C'est bien pour ça que merci d'offrir aussi ces espaces de parole pour parler de ces sujets. Bon, on espère que ça ira loin, loin, loin jusqu'aux bonnes oreilles, alors. Bon, ça fonctionne. Miracle, trop chouette. Comment tu te sens? Alors, je n'y croyais pas quand j'ai appris ma grossesse. J'ai eu vraiment un long moment, mais encore maintenant, ça peut paraître très très bizarre, alors que mon fils a plus d'un an, mais encore maintenant, il y a des moments où je bug et où je me dis: «Est-ce que c'est vraiment mon fils? Est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que je suis pas en train de rêver?» J'ai mis longtemps avant de pouvoir poser le mot enceinte sur moi-même. Et puis il y avait cette espèce de sentiment que c'était pas possible en fait, que ça allait, je sais pas, s'arrêter. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on ressent souvent quand on passe par un parcours de PMA. Enfin, pas toutes, hein, je me permettrai pas de parler au nom de tout le monde, mais c'est même, y compris avec des femmes qui étaient en couple hétéro, j'ai pu échanger ces ressentis-là très souvent, de pas y croire, quoi, de se dire waouh, je suis vraiment passée par toutes ces étapes et là, ça y est, je suis enceinte. Il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte, mais j'ai été aux anges quand j'ai vraiment réalisé. Comment tu annonces ta grossesse à tes proches? Parce que bon, il y a le parcours solo. Tu disais tout à l'heure que tu étais pas seule. Est-ce que cette nouvelle, est-ce que tu as reçu des jugements? Est-ce que tu as été un peu malmenée à ce niveau-là? Alors, dans mes proches, pas vraiment. Dans mon cercle amical, dans ma famille proche, j'ai pas vraiment eu de jugement. Parfois, peut-être quelques maladresses, mais à la marge. Je crois que mes parents, par exemple, ça les a pas étonnés, mais ils ont pu me le dire, d'ailleurs. Je crois que ça les a pas vraiment étonnés, en fait, et que ouais, ils ont très vite, ils m'ont dit quasiment tout de suite, en fait, bah, on te soutient. Enfin voilà, ils ont pu poser des questions parce que ne connaissant pas tout ça, mais ils m'ont soutenue, voilà, dans ma famille proche, pareil, même mes grands-parents, même s'ils comprenaient pas tout, ils m'ont soutenue, ils m'ont dit: «Bah, écoute, si c'est ce que tu veux, très bien». Mes amis ont été, juste, incroyables. Vraiment, je les remercie parce que j'ai eu un soutien, enfin non seulement pas de jugement, mais un soutien sur tous les plans, quoi, psychologique, logistique, enfin même pour l'après, je savais que
si je galérais, je pouvais appeler quelqu'un même en plein milieu de la nuit et de dire au secours, viens m'aider. Donc non, j'ai pas trop subi ça. Alors forcément un petit peu après, parce que moi je n'ai jamais caché en fait. C'est-à-dire que je n'arrivais pas comme ça dans une pièce en disant coucou, je fais une PMA solo aux gens que je ne connaissais pas. Mais par exemple au travail, j'avais réfléchi avant et je m'étais dit ça, je sais que ça a pu être mal compris, de se dire mais c'est impudique. Non, moi j'avais pris le parti de me dire bah en fait si on me pose la question de le papa, voilà, ben de juste dire il y a pas de papa. Et quand on me répondait ah désolé, je disais non non mais il y a pas de désolé, c'est un choix, c'est une PMA solo. Et je c'était pas contrairement à ce que certains ou certaines ont pu penser, c'était pas pour faire mon intéressante ou voilà ou parler de moi. C'était juste que moi c'était limite politique en fait de me dire ben c'est pas anormal. Moi j'ai pas envie que ça soit anormal, justement j'ai envie que ça paraisse tout à fait normal. Et donc ben, si on me questionne sur le papa, sur tout ça, voilà, juste je dis que c'est une PMA solo et de la manière la plus normale possible. Si éventuellement derrière on me pose des questions auxquelles j'ai envie de répondre, eh ben j'y réponds. Mais j'avais pas envie de commencer à mentir, à dire ah bah enfin voilà, ou d'inventer un papa. Enfin moi je n'avais pas cette envie-là. Je comprends totalement qu'on le fasse pour se protéger parce qu'on n'a pas forcément envie d'en parler avec ses collègues ou je ne sais qui. Moi j'avais pris le parti de me dire ben je voilà, j'ai envie de faire comme si c'était normal. Pour moi, ça l'est. Moi, je trouve que cette réaction, elle dit beaucoup. Ben, quand tu dis il n'y a pas de papa, je suis désolée. Tu sais, c'est tout de suite perçu comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de. Et moi, la première, j'avais cette réaction-là avant, de pas comprendre en fait. Et je dis ça parce que ça montre quand même l'évolution de l'être humain et on est tout en nuances et tout en voilà, il y a ces décheminements. Hein, mais alors je parle un petit peu d'expérience personnelle, mais mon mec n'a pas de papa. Et en fait, au début, j'arrivais pas à comprendre le fait qu'il aille très bien et qu'en fait, il se soit jamais questionné sur ça. Parce que c'est comme ça, en fait. C'est tout. C'est pas un drame et c'est pas grave. Mais je pense que c'est quand tu grandis avec deux parents, avec dans un système hétéro, pour toi, c'est pas possible autrement parce que c'est ce que tu as connu. Donc, en fait, quand on te demande, quand on te dit plutôt, ah, bah, je suis désolée. En fait, on imagine que notre propre père ne fasse pas partie de notre vie. Alors qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir. C'est que toi, si tu as un père et que tu l'aimes et que ça se passe bien, ben en fait, oui, tu aurais l'impression on t'enlève pas ton père en fait. C'est juste que là, dans ce cas-là, ça n'existe pas. C'est comme les couples de femmes ou les couples d'hommes où on dit ben ah ben il y a pas de maman, ah ben il y a pas de papa, il va manquer quelque chose. Non, il ne manque pas quelque chose. C'est pas parce que c'est ton schéma à toi, que ce sont tes peurs à toi, que tu es obligé de les transmettre en fait. Et c'est ça, je pense, qui transparaît dans ce je suis désolée. Mais c'est exactement ce que tu as pointé, c'est exactement ce que j'allais souligner, à savoir que je pense que c'est important de rappeler que dans le cadre d'une PMA solo, ou en tout cas d'une parentalité solo par choix dès le départ, il n'y a pas un abandon. Il ne manque pas le père qui serait quelque part dans la nature. Il n'y a pas de père. Et c'est très différent de ne pas avoir son papa parce que il nous a abandonnés. Alors il y a des gens qui peuvent très bien le vivre, hein, de ne pas avoir eu leur papa ou voilà. Mais je pense que c'est important de souligner ça, que il n'y a pas c'est pas un abandon, il n'y a pas un abandon du père ou de la mère dans le cadre d'un couple d'hommes par exemple. C'est juste qu'il n'y a pas de papa, il n'y a pas de papa. Quand on me dit bah si, il y en a forcément un, non, il y a un donneur, mais il n'y a pas de papa. Et ça, je pense qu'effectivement les gens projettent leur intériorisation du schéma de la famille et oui, effectivement, leur projection. On lit parfois, alors on n'a pas dit directement, mais sous des commentaires, sous des publications sur les réseaux ou sous des articles qui peuvent apparaître sur le sujet. Parfois, on lit ah ben moi, j'ai pas eu mon père, j'en ai beaucoup souffert. Oui, mais voilà, vous projetez votre vécu. Non, puis c'est dire mon père. Là, c'est pas le mot père à poser, en fait. Il y a vraiment une différence entre. Enfin, tous les donneurs ne sont pas des pères. Tous les pères ne sont pas donneurs non plus, d'ailleurs. Enfin, il y a vraiment une différence. Enfin, là, le papa, le père est une figure, en fait. C'est qui n'est pas indispensable, tout comme la mère n'est pas une figure indispensable. Je sais que ça peut faire débat, hein, ce que je dis là, mais dans les schémas, c'est pas indispensable. Ça voudrait dire quoi sinon? En fait, ça voudrait dire que seuls les liens du sang comptent. C'est faux. C'est pas vrai.
c'est autre chose qui compte. C'est pas juste une question de génétique. Sinon, ça serait beaucoup trop simple. Et puis, sinon, toutes les familles seraient heureuses. Et là, c'était qu'une question de génétique. Mais c'est vraiment, enfin, déconstruire cette figure, en fait, classique, très, très ancrée dans nos sociétés. Je crois même que c'est la figure la plus ancrée dans la société. De dire, mais en fait, on n'est pas obligé d'être deux, on n'est pas obligé d'être trois. Enfin, on n'est pas obligé d'être deux, un homme, une femme. Pour élever un enfant, on peut être seul, on peut être 3, on peut être 4, on peut être 12, j'en sais rien. Mais en fait, c'est juste une question de choix, une question de ce que nous, on veut en faire. Et ça veut pas dire que l'enfant, derrière, va manquer de quelque chose. Mais c'est ça, c'est que je pense qu'il y a 2 choses. D'une part, donc les gens projettent, vraiment leur intériorisation profonde de la famille est quelque chose qui est très difficile à remettre en question, voilà, d'avoir un papa, une maman ou et ça leur paraît inconcevable qu'il n'y ait pas un manque et un problème affectif quelque part. Et puis la deuxième chose, dans le fait, moi ce qu'on m'a souvent dit, c'est, «Oui, mais est-ce qu'il va avoir des figures masculines? Oui, mais quand même, est-ce qu'il y aura une figure référente?» Il y a vraiment cette, conception et là aussi je sais que ça fait débat, mais il y a une conception très, genrée finalement, de la société, des rôles et le fait d'être persuadé que s'il y a pas une figure masculine qui joue le rôle, de père et j'imagine que c'est la même chose quand, c'est un couple d'hommes, de 2 pères où il n'y a pas de mère, on a l'impression qu'il va forcément manquer quelque chose à l'enfant et si on pousse la réflexion, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attribue, ni plus ni moins des choses qu'une mère ne pourrait pas transmettre et qui pourraient être transmises que par un père. Enfin voilà, je sentais que beaucoup de gens s'inquiétaient, même parmi des gens qui parfois, me soutenaient, enfin voilà, n'étaient pas du tout contre, mais quand même, qui avaient cette, ou même qui anticipaient en me disant: «Ah oui, mais de toute façon, il y a ton frère, il y a ton père, il aura quand même des figures masculines». Ça les rassurait en fait de se dire, «Bon, il y aura quand même des figures masculines pour cet enfant». Mais en fait, quand bien même il y en aurait pas, c'est quoi le problème? Enfin, qui dit que, la figure masculine en question, N'est elle pas va plus pas, toxique qu'autre chose. oui Oui, en déjà effet. et puis voilà déjà et puis même sans parler de ça, ne va pas lui transmettre des choses qu'on d'habitude on pense transmises par des femmes et enfin voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que la figure masculine va lui transmettre de plus que ce que toutes les figures féminines autour ne pourraient pas lui transmettre? Mais vraiment, moi, je vais poser la question, est-ce que finalement la figure est... Alors, c'est peut-être radical, hein, mais me prenez pas pour quelqu'un de féministe et radical, c'est pas la question du tout et c'est pas mon cas. Mais vraiment, je me pose la question, et encore une fois, d'expérience, est-ce que la figure masculine n'apporte pas, en tout cas pour les petits garçons, et c'était la question que je voulais te poser, est-ce que ces réflexions-là, et tu répondras après, mais sont venues quand tu as su que c'était un petit garçon, tu vois, parce que ça veut dire aussi beaucoup. Est-ce qu'on t'aurait dit les mêmes choses si ça avait été une petite fille? On ne sait pas. Mais vraiment de poser la question de est-ce qu'en fait, un garçon, un petit garçon, a forcément besoin d'une figure masculine, en fait? Est-ce que c'est pas justement plutôt même toxique? À certains niveaux, ça peut être, si la figure masculine est déconstruite, je dis pas, mais si c'est pour perpétrer un système patriarcal, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette transmission-là? Totalement, il y a cette problématique-là. Alors je sens que ça va faire, beaucoup réagir, C'est mais ce qu'on je aime. ouais, mais il y a tout à fait cette problématique-là, moi dans les figures masculines, je ne souhaitais pas à tout prix, qu'il ait des figures, masculines, mais en l'occurrence dans celles, qu'il avait autour de lui, c'était important pour moi qu'il ait des personnes, qui allaient pas lui transmettre justement des choses, toxiques, sur la masculinité et puis ouais, ça allait vraiment au-delà, c'est-à-dire que, bah, en fait, j'ai des figures masculines autour de moi qui peuvent, lui transmettre, alors pour rentrer dans les clichés, la douceur, qui peuvent l'emmener à la danse, qui peuvent, lui parler de plein, plein de choses, et inversement, j'ai plein de copines et qui sont, ses tatas, qui vont, lui apprendre le bricolage et enfin, ouais, je pense que c'est ça dans la tête des gens aussi, c'est l'impression qu'il va manquer des choses et que, peut-être, ben, pour un petit garçon qu'on va en faire quelqu'un d'efféminé, comme si en plus, c'était mal ou enfin voilà, qu'on va, ne pas lui transmettre la dose, qu'il faut de De masculinité testostérone. voilà, si, il n'y a pas des hommes autour de lui et je trouve ça, ouais, je trouve ça assez problématique et puis je pense que la dernière chose aussi, c'est cette espèce de pression qu'il y a sur les mères et de soupçon même qu'il y a sur les mères, qui seraient toujours de toute façon trop fusionnelles et trop étouffantes et alors en plus quand on est, mère solo, moi j'ai pu le ressentir parfois, ça s'est resté quand même à la marge, mais j'ai pu le ressentir qu'il y avait quand même un petit soupçon de,
ah mais faut pas que je sois en fusion avec mon fils, faut à tout prix que je laisse d'autres personnes s'immiscer dans notre binôme, comme si j'allais l'étouffer et le faire vivre en vase clos et jamais le laisser se détacher de moi. Enfin, il y a un peu ce soupçon quand même de la mère trop fusionnelle qui va faire de son enfant un prolongement de soi, quoi. Mais ça peut arriver dans des couples, en fait, aussi. Je veux dire, c'est pas enfin, mais ça, c'est des vieilles théories de psychanalyse, enfin, des trucs qui datent de tellement longtemps, qui, en plus, aujourd'hui, ont été réfutés et qui, enfin, on se met à la page un petit peu et on arrête de penser que, de toute façon, les mères sont systématiquement problématiques. Non, enfin, stop. Mais pour prendre un exemple très concret, moi, j'ai déjà eu dans le milieu médical, parce que bon, mon fils a eu pas mal de soucis de santé au départ, à sa naissance et donc on a vu plein de médecins et j'ai déjà eu des réflexions, quand, on apprenait que j'avais un compagnon parce qu'il m'a beaucoup accompagnée, donc on me demandait qui était, cette personne et que je l'autorisais à venir. Mon fils avait parfois 1 mois. Les médecins, donc je leur expliquais que c'était une PMA solo et que c'était mon compagnon et ni chercher à savoir, depuis combien de temps on se connaissait ni rien. J'ai déjà eu la question de but en blanc: «Ah mais il va l'adopter?» mais attendez, enfin qui vous dit qu'on n'est pas ensemble depuis 2 semaines quoi? Enfin et puis de quoi je me mêle en fait? Concrètement, de quoi je me mêle? Mais il y avait un ah ben, faut sauter sur l'occasion d'avoir un homme et il faut qu'il y ait un homme dans sa vie quoi. Enfin déjà c'était extrêmement intrusif et en plus, je sentais que vraiment, comme s'il fallait, prendre cette pièce du puzzle pour venir combler le trou qu'il y avait, quoi. Et puis oui, je sens bien aussi que le fait qu'il y ait un homme, dans nos vies, on me dit très souvent, des choses comme, «Ah bah, tout est bien qui finit bien» ou «Ah bah, c'est génial, finalement». Enfin non, mais il y avait pas de mal avant, en fait, donc Bah oui. Mais je crois qu'on a vraiment du mal avec, à penser la solitude, déjà, de manière générale, à voir la solitude comme quelque chose de négatif, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont du mal à se retrouver avec eux-mêmes, en fait, parce que on n'est pas seul. Enfin, c'est pas l'image de la solitude, tu sais, dans les comédies romantiques avec la pluie qui tombe, les feuilles d'automne qui volent. Enfin, vraiment le cliché. Enfin, être seul, c'est aussi être bien. Enfin, je sais pas, quand t'es bien, tu peux apprendre et je dirais même, il faudrait apprendre à être bien avec soi-même parce qu'en fait, si on n'est pas bien avec soi-même dans la solitude, comment on peut imaginer pouvoir partager une relation saine avec les autres en fait? Je trouve ça hyper fou. Alors qu'en fait, la relation à soi, c'est la seule qu'on garde toute la vie. Enfin, c'est la seule qui, même au-delà de nos enfants d'ailleurs, parce qu'à un moment, les enfants, ils partent du nid, enfin, ils s'en vont. Et la seule personne avec qui on est toute la vie, c'est nous. Et en quoi c'est mal d'être seul, surtout dans des situations qui ne sont pas dramatiques. On parle pas de deuil. Enfin, tu veux dire, c'est pas comme si tu avais perdu le père de ton fils. Enfin, tu vois, enfin c'est ou qui t'avait abandonné pendant la grossesse comme une voilà, tout chaussette. Ça n'a rien exactement. à Ça voir serait en pas du fait. tout la même configuration, ça serait pas du tout la même chose et puis vraiment, ce terme de seul, enfin, on m'a beaucoup posé la question de me di alors déjà, alors que même que moi je ne me la posais pas, hein, on me disait, «Ah non, mais je respecte, je te soutiens, mais de toute façon, ça t'empêcherait pas de rencontrer plus tard quelqu'un». Voilà, les gens, se rassuraient eux-mêmes vis-à-vis de leurs inquiétudes, mais je leur disais: «Oui, mais en fait, quand bien même, enfin moi voilà, je suis très bien comme ça. Je n'aspire pas, à rencontrer quelqu'un, et puis, la deuxième chose, c'était: «Tu n'as pas peur de finir seule?» parce que, oh là là, quand tu es avec un enfant, c'est difficile de rencontrer quelqu'un, bon, encore une fois, mais «Tu n'as pas peur de finir seule?» en fait, je répondais et je réponds toujours: «Non, je n'avais pas peur de finir seule» et encore aujourd'hui, parce que, je n à partir du moment, voilà, où j'ai été bien dans ma vie et très à l'aise, avec cette configuration qui m'épanouissait tout autant, qu'une autre, voire plus, et ben, je ne me suis pas sentie seule. Enfin, vraiment, je n'ai pas eu du tout de sentiment de solitude quand je projette ma vie, plus tard en ne sachant pas si je serai toujours avec mon compagnon parce qu'on n'en sait jamais rien, en fait. J'ai peur de plein de choses, mais pas d'être seule parce que je suis très entourée par mes proches, par mes amis et que pour moi, c'est enfin, tout aussi important, en fait. Mes fondations, mes piliers sont pas tout autour de mon couple et donc à partir de là, je ne me suis pas sentie seule même, quand il était pas du tout prévu que j'aie quelqu'un, quoi. C'est pas quelque chose qui m'effrayait du tout. Mais c'est fou en fait qu'on te renvoie à ça tout le temps. Enfin, est-ce qu'on renvoie la même image aux hommes seuls? Je suis pas sûre. Est-ce que un homme célibataire qui aurait un enfant, alors, bon, la question de la conception et autre est encore plus compliquée à gérer, mais un homme seul qui aurait un enfant, on lui dira jamais, «Tu auras des difficultés à retrouver quelqu'un parce qu'en fait, tu as un enfant». Déjà, c'est faux parce que
l'enfant d'armes de séduction massive. Non, mais un papa au parc, ça marche bien. Mais enfin, je veux dire, à jamais on va lui dire, ben, tu vas finir seule, en fait. Et quand bien même, c'est même pas problématique. C'est problématique seulement pour les femmes d'être seules. C'est ça, parce qu'en plus, je pense qu'on perçoit le couple d'une manière totalement différente, pour les hommes ou pour les femmes. C'est-à-dire que pour les hommes, il y a souvent l'imaginaire collectif qui voit ça comme, bah, le mariage, la corde au cou, oh là là, enfin, quelque chose qui enferme, quelque chose dans lequel, voilà, on n'est pas forcément épanoui. C'est vu comme quelque chose de oui, de un peu, pas une prison, mais c'est souvent vu ou tourné à l'humour sous quelque chose qui enferme pour les hommes. Alors que pour les femmes, ça serait, le Ce but qui vient les ultime et sauver. voilà, ce qui vient les sauver, l'épanouissement ultime, et finalement, je suis pas si certaine que ça. Enfin, je là aussi, je pense que ça va faire débat, mais je pense que je parle en termes, de groupes sociaux, pas à titre individuel, mais je pense que beaucoup d'hommes hétéros ont beaucoup plus à gagner que les femmes, à être en couple, en fait, contrairement à ce qu'on veut nous faire, croire. C'est Ouais. Oui, mais on c'est te répète ça depuis, tu vois, quand t'as dit justement, enfin, là, l'image qui m'est venue, tu vois, c'est Cendrillon. Parce que Cendrillon, le prince veut pas se marier, c'est son père qui l'oblige, comme s'il voulait l'enfermer dans quelque chose. Et Cendrillon, ce qui va la sauver, c'est son mariage avec le prince. Et en fait, on martèle ce conte, ce dessin animé, enfin, peu importe comment, sous quelle forme, aux enfants. Tout le temps. À l'école, dans les sociétés, parce que là je parle de Cendrillon, mais il y a combien de films et combien d'œuvres qui sont composées de cette façon-là. C'est toujours l'homme qui vient sauver, l'homme qui a des gestes romantiques, qui vient essuyer le cœur de la femme, alors qu'en fait, en fait, on peut se sauver soi-même. On n'a pas besoin de d'hommes ou de relations de couple hétéronormées pour être bien en fait. Mais le problème, c'est qu'en fait, finalement, tout est un peu lié. C'est que oui et non. Parce que tant qu'il n'y aura pas d'égalité de salaire, par exemple, entre les hommes et les femmes, ça sera jamais vrai. Tant qu'il n'y aura pas d'égalité de congés parentaux entre les hommes et les femmes, ça sera jamais vrai. En fait, tout ça. Tant qu'il n'y a pas d'égalité, tant qu'il n'y a pas de tout ça, c'est illusoire que de penser que les femmes peuvent s'en sortir toutes seules parce que c'est pas vrai. On peut très vite s'enfermer en fait dans ce modèle-là, d'autant plus quand on commence à avoir des enfants dans un couple hétéro, parce qu'en fait, la femme va rester plus facilement au foyer. C'est elle qui va prendre les congés maternité, c'est elle qui va prendre les congés enfants malades, c'est elle qui va faire tout ça. Et l'homme, lui, va continuer sa carrière. Mais donc, du coup, la femme, elle n'aura pas les moyens de se dire à un moment, si elle en a marre, c'est terminé. Parce que, potentiellement, elle sera en congé, potentiellement, elle aura arrêté de travailler. Et en fait, financièrement, elle ne pourra pas partir. Donc, c'est les femmes qui sont en prison, c'est pas les hommes. mais voilà, mais c'est exactement ça, je suis entièrement d'accord avec toi, je pense que alors, premièrement, on ne remet pas assez en question le couple comme, On ne remet pas en convient pas question forcément l'amour, à hein. tout le monde. Enfin, déjà le couple, ne convient pas forcément à tout le monde. La vie à 2 ne convient pas forcément à tout le monde. Et puis le couple hétéro, je pense on n'arrive pas à entendre, alors que pourtant, il y a, des dizaines, des centaines, des milliers de femmes qui le disent, que le couple hétéro, quand bien même on aime son conjoint par ailleurs, c'est pas forcément, Et ça n'a antinomique, rien à voir, hein. voilà, mais le couple hétéro, peut être, lourd à porter pour les femmes parce qu'en fait, alors il y a toujours des gens qui vont dire: «Ah non, non, moi je vis pas du tout ça», mais tant mieux, mais au niveau sociétal, c'est un fait. C'est-à-dire que, comme tu le disais, déjà, on peut, aspirer à autre chose et être bloqué pour plein de raisons et puis on peut pas, nier le fait que, au niveau, encore une fois, sociétal, le couple hétéro, ça peut être, oui, fatigant, ça peut être pas forcément épanouissant, ça peut être une lourde charge à porter pour les femmes, en termes de travail gratuit, en termes de plein, plein de choses et que voilà, c'est bien aussi de pouvoir le questionner mais quand on le fait, ça c'est encore compliqué. Mais en fait, si tu veux, c'est parce que le problème, c'est pas tellement les hommes en tant qu'individus, et encore, il y en a, c'est le système patriarcal qui donne des privilèges aux hommes. En tant qu'individu, il y a beaucoup d'hommes qui essaient de sortir de ce système, et c'est même pas parce que tu vois, quand on commence à aborder ces sujets-là, tu as tout de suite les trucs. Oui, mais c'est pas tous les hommes. Voilà. Gna, 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 gna. Et il y Ouais. a un moment où en fait, on met son ego de côté et on accepte de dire qu'en fait, oui, on est dans ce
système-là et que oui, en tant qu'homme, on est privilégié et juste d'accepter qu'on ait des privilèges et d'accepter qu'à un moment, si on veut l'égalité, il va falloir renoncer à certains de ces privilèges ou au moins les partager. Enfin, et de faire en sorte que tout le monde ait accès à ces privilèges-là et que ce soit pas juste parce que t'es né avec un pénis au bon endroit, et ben, t'aies accès à des privilèges. Parce qu'en fait, c'est pas juste. C'est pas juste et dire, en fait, c'est un système qui veut ça et c'est le système qu'il faut renouveler, qu'il faut renverser et pas l'homme qu'il faut tuer presque, tu vois, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste qu'il va falloir une conscience collective et que les hommes prennent conscience de ces sujets-là, mais que la société aussi et que les femmes prennent aussi conscience du rôle dans lequel elles sont enfermées, même si elles sont à l'aise dedans. Oui, parce qu'en plus, il y a un effet pervers, je trouve, à vouloir à tout prix ce not all men et ce ah, mais non, mais le mien, il est génial, pas du tout. Je pense que c'est important, en fait, de prendre conscience que ça va au-delà d'une question juste de bonne volonté. Parce que, alors, c'est mon point de vue, mais je pense que c'est tellement présent dans plein d'aspects de la vie, c'est tellement intériorisé, ces inégalités, voilà, la différence de perception entre hommes et femmes, ce qu'on attend des uns et des autres que déjà en tant que femme, c'est difficile, quand bien même on est féministe, de se défaire de tout. Il y a des choses dont on est consciente, mais on a du mal à lâcher, voilà, on a du mal à s'en défaire. Donc je pense que pour un homme, quand bien même un homme qui serait plein de bonne volonté pour faire au mieux possible, il y a un gouffre entre guillemets entre la bonne volonté et le fait d'arriver à prendre conscience, comme tu le disais, de tous ces privilèges, de toutes les petites choses qui, cumulées, vont être lourdes à porter pour les femmes, mais dont les hommes vont pas forcément même pas avoir conscience, en fait. Et puis parce qu'au-delà de ça, enfin, pourtant, je dis ça en étant aujourd'hui, dans un couple hétéro. Malgré tout, je pense que, de dire, «Ah si, si, c'est possible d'être totalement égalitaire dans un couple hétéro», moi, j'ai un doute et je dis ça, quand je dis ça, on me dit: «Ah mais pourtant, il a l'air super», mais je vais pas faire du not all men, mais je pense être extrêmement privilégiée dans mon couple, la raison pour laquelle je suis avec lui. Mais au-delà, en fait, même de ce qui nous concerne juste nous 2, ben, à partir du moment où on est un couple avec un homme, une femme, on sera pas perçu de la même manière par la société. Juste ça, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait être totalement égalitaire dans notre couple, ce qui a déjà été questionné. On aura de toute façon pas, la même vision portée sur nous, en tant qu'hommes et femmes ou, dans un couple qui partage une parentalité en tant que mère ou père. On va pas, on va reprocher beaucoup plus de choses à la mère qu'on va trouver, génial chez un homme. Enfin, et déjà, rien qu'à la base, il y a déjà un problème de perception et qui rend les choses compliquées. Ouais. Et puis même de toute façon, même au sein des foyers, et alors ça, je parle pas en connaissance de cause, mais qu'ils soient hétéros ou homosexuels, je pense que l'égalité parfaite au sein d'un foyer n'est pas possible en fait, et que c'est très aléatoire, et que de chercher à tout prix l'égalité en termes de tâches, en termes de temps passé, est un peu, à mon sens, utopique de penser que c'est comme ça que ça va se passer, parce qu'en fait, la vraie vie fait que c'est pas comme ça. Maintenant, la société ne facilite pas les choses dans le sens où on pourrait accepter une inégalité si c'était presque une inégalité partagée, dans le sens où en fait que ce soit ok, que ce soit inégal aussi bien pour les femmes que pour les hommes, et ça l'est pas. Et c'est un peu ça le problème. Et ce qu'on voulait dire en fait, même avec cet épisode, c'est enfin, les pointes à chaque fois qui ont été, et ce qui nous permet le débat, hein, à chaque fois, c'était de toujours te ramener au fait que tu es toute seule. Non, mais tu vois, tu évoquais tout à l'heure, tu me disais, je sais plus quelle était la question exacte, mais comment je me suis sentie prête à me lancer, et cetera. Mais il y a eu aussi tout cet aspect-là, c'est-à-dire, de me sentir prête, psychologiquement, enfin, à gérer tout ça et à savoir que j'étais entourée. Mais il y a aussi tout l'aspect logistique et financier, en fait, clairement. De me dire, je veux, alors jusqu'à présent, je suis prof, donc voilà, je suis pas, bon, on sait que les profs ne gagnent pas des 1000 et des 100, mais j'avais au moins un salaire, correct, assuré, voilà, et je savais que je serais indépendante, financièrement, en fait, et ça, c'était hyper important de me dire, j'ai cette indépendance et je peux aussi me lancer, enfin de me créer, en fait, entre guillemets, une autosuffisance un peu dans tous les domaines pour pouvoir me lancer et pas me retrouver dépendante de quelqu'un en définitive, quoi. Ouais. Non, mais complètement. Bon, est-ce que tu vas bien aujourd'hui, Colline? Oui, en tout cas, je suis épanouie dans mes choix de vie.
Finalement, on s'inquiétait beaucoup donc du fait que je sois toute seule et je crois qu'en réalité, ce qui a été le plus difficile alors je sais pas si c'est le bon terme parce que je ne regrette rien et ça a été, aussi merveilleux, mais ce qui a été, difficile à cheminer et qui m'a pris beaucoup d'énergie, pendant toute cette année, pendant ma grossesse aussi, c'est de me dire: «Qu'est-ce que je fais de cette histoire d'amour?» voilà. Qu'est-ce que j'en fais? Parce que et c'était d'autant plus difficile à gérer que là, pour le coup, s'il y a un moment donné où je me suis sentie seule, je pense que c'est là-dessus. Parce que je pouvais parler très peu comprenaient parce que finalement, on voyait forcément ça comme quelque chose de positif, comme, une cerise sur le gâteau, comme: «Mais c'est génial, en plus tu as ça, en plus tu as l'amour». Bien sûr que c'était génial, sinon je ne serais pas avec lui et que je ne regrette rien du tout, et que c'est super. Mais, pour autant, je me suis retrouvée, dans une configuration où c'était pas ce que je voulais du tout et en même temps, je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais?» parce qu'en fait, ben, mettre un terme à cette relation, ça me fera souffrir et ça ne me va pas. Ne pas y mettre un terme, c'est, et encore plus une fois que j'ai accouché, c'est, comment gérer ça? C'est forcément réfléchir à des questions, en amont, on me disait: «Ah mais laisse, tu verras bien». Bah non, parce que si ça avait été juste un couple, oui, je verrais bien et puis tu sais, dans tout couple, qu'il y a un risque que ça se termine. À partir du moment où il y avait mon fils au milieu, j'étais obligée de penser à plein de choses et de me dire: «Est-ce que je suis prête à prendre ces risques-là, à assumer les conséquences d'une histoire qui durerait, et de tout ce qu'on met en place aussi?» parce que, bah, on se voyait beaucoup plus quotidiennement. Enfin voilà, du lien qui pouvait nouer avec mon fils, c'était est-ce que Bah, j'étais c'est prête à un assumer peu ça, quoi? ça aussi, c'est que à partir du moment où tu fais entrer quelqu'un dans la vie, de ton enfant, il y a les liens qui le créent avec lui, il y a l'affection et la déception et la douleur quand tu te sépares, mais en même temps. Et là, c'est une question que je me suis jamais posée, mais qui peut être intéressant et pourquoi pas cet épisode, cet enregistrement me fera questionner ça aussi. Est-ce que il serait pas judicieux ou intéressant de dissocier les histoires de couple des histoires parentales? Parce que, en fait, une histoire d'amour, ça se vit, en couple, enfin à 1, 2, 3, si on fait une histoire d'amour, une histoire d'amour à 3 et pourquoi pas. Mais une histoire d'amour, c'est pas la même chose qu'une histoire parentale parce que une histoire d'amour, ça s'arrête. Ça peut s'arrêter. Il y a des couples qui durent toute la vie, mais aujourd'hui, de plus en plus, ça s'arrête. Une histoire parentale, quand tu décides d'être parent avec quelqu'un, c'est toute la vie. Et ça, c'est impossible de dire: «Ben, demain, on se sépare, tu n'es plus son père» ou «Tu n'es plus, dans ce» enfin, c'est monstrueux d'imaginer ça, en fait, presque pour la personne, parce que c'est pas parce que toi, en tant qu'individu, tu as pris cette décision ou de commun accord, de mettre un terme à la relation, que tu es obligé d'imposer à ton enfant, quelle que soit la relation d'ailleurs, de mettre un terme à cette relation qui potentiellement l'épanouit toujours. Et même, c'est injuste même envers la personne de qui tu choisis de te séparer, parce que, enfin, c'est pas juste l'enfant. Est-ce que enfin, il serait pas temps de justement se re-questionner ces sujets-là, de se dire: «Bah, en fait, mon histoire d'amour n'a rien à voir avec mon histoire parentale». Mais ça génère énormément de problématiques, hein, tu vois? Dans les histoires de couples hétéros, qui ne se séparent pas pour les enfants, par exemple. Mais ça, c'est hyper douloureux pour tout le monde parce qu'en fait, il y en a pas un qui est content. Mais c'est pas parce qu'on se sépare qu'on est obligé de briser la relation de l'enfant avec l'autre parent ou avec le conjoint ou avec, enfin, avec la personne qui fait partie de sa vie. Et c'est là, en fait, la question de, enfin, c'est ça qui est beaucoup projeté, je pense, dans les imaginaires, c'est que, ben, ton conjoint, si tu te sépares de ton conjoint, ça veut dire qu'il doit forcément se séparer de ton enfant. C'est ça. Et pas forcément, en C'était fait. non, non, mais tu vois ce que tu disais sur le dissocier la parentalité du couple, moi, c'est exactement, comme ça que je concevais ma vie, et voilà, je ne voulais pas, lier les 2 et en ce qui concerne donc mon conjoint, à partir du moment où il était là, à partir de sa naissance, c'est quelque chose dont on a parlé en amont déjà parce que, on avait décidé que ce serait son parrain. On s'était dit que ce serait son parrain, et que voilà, qu'ils auraient un lien mais que ce serait son parrain et déjà à ce moment-là, je m'étais dit, il est très important pour moi de les sécuriser tous les 2. C'est-à-dire que, étant donné qu'on était en couple, qu'on ne savait pas combien de temps ça durait, je lui avais dit: «Écoute,
si je te laisse entrer dans sa vie en tant que parrain, alors sauf évidemment s'il se passe un truc grave, enfin voilà, mais si je te laisse rentrer dans sa vie en tant que parrain, je veux que ce soit dissocié de notre couple en fait. Il faut pas que ça vienne être quelque chose qui parasite tout ça. Nous, on a notre histoire d'un côté et si elle se termine, moi, s'il a noué un lien avec toi et que tu as noué un lien avec lui, je ne t'empêcherai pas de le voir en tant que parrain. Et inversement, enfin, quand je lui ai proposé cette possibilité-là, c'était important pour moi qu'il y réfléchisse et qu'il s'engage pas à la légère, que mon fils n'ait pas un jour un parrain qui disparaisse dans la nature parce que on s'est séparés. C'était important pour nous d'en discuter bien en amont et de réfléchir finalement à notre rupture potentielle, quand bien même c'était que hypothétique et on était très bien dans notre couple. Mais pour moi, c'était les bases de quelque chose de sain, y compris pour notre couple d'ailleurs. Pour moi, c'était pas sain de me dire, il reste parce que il a peur que s'il me quitte, même s'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre, je veux dire, ça peut arriver, il m'appartient pas, qu'il reste avec moi, forcé de peur de plus voir mon fils. Pour moi, ça venait, c'était pas possible d'envisager les choses comme ça parce que ça venait rendre quelque chose, mettre quelque chose de malsain finalement dans notre relation de couple, ce que je souhaitais pas. Ouais, mais complètement. Parce qu'en fait, tu peux pas empêcher, les liens d'amour finalement. C'est pas parce qu'il y a pas d'étiquette qu'il y a pas de lien. C'est pas parce que voilà, enfin, je veux dire, j'imagine et tu me dis ou si je me trompe, mais que faisant partie de la vie de cet enfant depuis, plus d'un an, que forcément il y a de l'amour quand tu vas grandir un enfant et même pour ton enfant. Enfin, il y a quelque chose qui se crée. Tu as pas besoin d'étiquette pour ça. Non, mais c'est exactement ça et en fait, au-delà de ça, il a été là, même depuis la conception en fait, même s'il l'a pas fait lui-même, il y a en plus quelque chose qui s'est créé, même pendant la grossesse, même si à ce moment-là, c'était pas, envisagé comme ça, il y a quelque chose qui s'est créé, à ce moment-là, déjà entre 2 et le lien au bout d'un an, c'est un lien, bon je savais pas, je t'avais dit, on va être très, très honnête, je t'avais dit au début de l'émission que je ne savais pas si je souhaitais en parler ou pas. Je pense qu'en fait, je vais en parler jusqu'à présent, ma famille, le sait, on le vit comme ça, mais on se laissait le temps pour que j'en parle sur les réseaux. Mais aujourd'hui, ils ont une relation de père et fils et ça, je c'est pour ça aussi que ça a été si dur, que ça a été si dur pour moi parce que je me suis sentie vraiment tiraillée à me dire qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais parce que ça impliquait des choses pour mon fils et puis comme tu le disais ça impliquait quelque chose où certes en tant que couple on peut se séparer dans 6 mois dans 2 ans j'en sais rien ou jamais mais à partir du moment où ils ont noué ce lien là je ne peux pas moi j'estime que je ne peux pas revenir dessus et j'ai accepté de le laisser se créer mais ça a été j'ai cheminé en même temps que je le vivais, donc c'était super, super compliqué. Je l'ai accepté avec cette personne-là, que je connaissais aussi d'avant. Je pense que je l'aurais pas accepté de la même manière, si ça avait été quelqu'un que j'avais rencontré, voilà, Ouais, quelqu'un de plusieurs mois après la lambda. Oui, naissance bien sûr. ou que j'avais rencontré plusieurs mois après la En naissance de vrai, mon on n'en fils, sait enfin rien parce qu'en fait, c'est des liens qui peuvent se créer après. Toi, tu es, tombée amoureuse de cet homme au moment où tu étais dans la conception. Mais il y a aussi des femmes qui ont cet enfant seul et qui, en fait, tombent amoureuses d'un homme ou de quelqu'un, 3 ans après, 5 ans après, 6 ans, 10 ans. Et en fait, à partir du moment où il y a une personne qui rentre dans la vie de l'enfant, qu'il ait 0 ans, 5 ans, 10 ans, en fait, il y a un lien qui se crée. Enfin, tu vois? C'est une différence de vivre, ta relation en dehors de ton clan familial et de pas faire rencontrer tes enfants, ça c'est une chose. Mais à partir du moment où tu lis les 2, où tu décides que en fait les 2 vont s'impliquer, ben, en fait, tu dois accepter aussi qu'il y a une partie de la relation qui est plus de ton contrôle, en fait. c'est ça et c'est ça que j'ai eu besoin de cheminer grandement parce qu'en pensant avant tout, à mon fils évidemment, voilà, ce qui était bien pour lui, là où je dis que je l'aurais peut-être pas laissé faire de la même manière avec quelqu'un que je venais de rencontrer, c'est que si je l'avais choisi comme parrain, c'était pas anodin. Tu parlais tout à l'heure de personnes toxiques, et cetera. Je savais quelle personne il était et que c'était ok pour moi que mon fils côtoie un homme comme ça. Mais voilà, ça impliquait beaucoup de choses parce que pour moi aussi en fait, au-delà de mon fils, moi impliquait que je renonçais pour toute la vie À à, l'exclusivité? je sais pas si c'est tant à l'exclusivité, mais en tout cas, à ce que je voulais au départ, à savoir une parentalité solo. Parce que,
je ne voulais pas d'un couple comme ça, d'un couple classique entre guillemets, parce que là, on vit quasiment ensemble. Alors, il ne vit pas encore officiellement ici, mais on passe beaucoup de temps ensemble. Et puis, c'est en projet. Moi, c'était des choses que je ne souhaitais pas du tout. Je les ai voulu finalement et acceptées avec lui, avec le temps, parce que avec lui, ça me va. Mais pour autant, je ne sais pas si le couple comme ça, ce mode de vie à deux m'ira pour toute la vie, j'en sais rien. Sauf que ça, je peux décider de revenir dessus, de l'arrêter. Le lien qu'ils ont créé et le fait que maintenant je partage ma parentalité pour toute la vie, ça, je peux pas revenir dessus. Alors, je pourrais légalement, parce qu'à l'heure actuelle, il n'a aucun. Je pourrais partir avec mon fils à l'étranger, il n'a rien à dire en fait, parce que à l'état civil, c'est pas son père. Mais moi, dans mon cheminement, c'est pas possible. Aujourd'hui, ils ont ce lien-là, et voilà. Et j'ai accepté cette idée-là, mais ça n'a pas été évident parce que c'était renoncer à quelque chose sans possibilité de revenir en arrière. Et puis parce que ça impliquait des choses pour la suite aussi. Moi, je me projetais avec plusieurs enfants, même déjà en étant enceinte de mon fils, parce que en tant que solo, j'étais obligée d'anticiper si je voulais d'autres grossesses. Il y avait aussi des conséquences pour ça, de me dire, bon, alors si je me mets dans un couple avec quelqu'un, que là, j'accepte l'idée qu'il noue un lien de père-fils, mais qu'on se sépare, qu'est-ce que je fais si je veux un deuxième enfant? Est-ce que je fais un deuxième enfant par PMA solo, mais du coup, j'aurais le premier par PMA solo qui a un père, le deuxième par PMA solo qui en a pas et qui se demande pourquoi son frère a un père. Enfin, là, pour le coup, moi, ça me posait des questions autres. Alors, on peut dire que je me pose trop de questions, mais Oui, mais après, tu je sais, pense ça que je reste sais dans des poser. chemins de vie peuvent être dits plus classiques de couples qui divorcent, de familles recomposées, de plein de choses en fait. Est-ce qu'il y a vraiment un schéma familial normé? Est-ce qu'il y a vraiment un chemin tout tracé? Et est-ce que on peut prévoir toute la vie d'un enfant? Non, en fait. Parce que même si tu décides de faire un enfant en couple hétéro, ben ça veut pas dire que toute la vie, ça va se passer bien et enfin, tu vois, il y a plein de choses à entrer en compte, tu vois? Tu peux faire un enfant dans un couple hétéro, tu te sépares, on refait chacun notre vie de notre côté et en fait, il va falloir accepter que potentiellement, le nouveau conjoint du deuxième parent entre dans la vie de ton enfant et c'est pas quelque chose que tu avais anticipé, mais en fait, d'accepter que, ben, les liens sont là, qu'il a le droit d'aimer cette personne. En fait, tu vois, tout à l'heure, on parlait d'égoïsme quand on fait un enfant, et je crois que c'est un peu cette histoire qui se joue, de se dire que ben on pense notre relation à notre enfant, mais on oublie de penser qu'en fait notre enfant a des relations qui sont en dehors de nous et qu'on peut pas décider de tout ça à partir du moment où de toute façon on le met au monde, parce que vraiment cette expression là, elle est parlante de mettre au monde. C'est-à-dire que ton enfant, dans les premiers instants de sa vie, il va être avec toi, mais plus le temps va passer, plus il va aller vers le monde. Et moins tu vas être en contrôle des relations qu'il va avoir de toute façon. C'est-à-dire que il va rencontrer des gens qui soient scolarisés ou non d'ailleurs. Dans plein de cadres, il va avoir des relations qui seront hors de ton contrôle. Et il aura mal, il aura des séparations aussi. Et tu pourras pas le maîtriser en fait. Et il va aimer des personnes que tu ne pourras pas maîtriser. Et là, ça arrivait tôt dans la vie, mais en même temps, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu l'histoire de En la fait, vie. je suis d'accord avec toi sur tout ça et je te rejoins là-dessus, mais moi, les questionnements profonds, alors certes, ils étaient par rapport à mon fils et de faire le mieux pour lui, mais au-delà de ça, ils étaient profondément par rapport à moi, en fait. Est-ce que j'étais OK, enfin vraiment d'accepter et ce à quoi j'étais prête à renoncer potentiellement par rapport à moi? Parce que, ça impliquait vraiment des choses pour moi. Là, je suis en couple, là, mais si on se séparait, je peux pas savoir ce qui se passera, mais j'aurais pas forcément l'envie de me remettre en couple. Peut-être que ça arriverait, comme c'est arrivé là, mais c'est pas une envie profonde. Ça reste toujours à l'heure actuelle pas un but ultime pour moi. Et donc à partir de là, et ben ça engendrait des questionnements sur ouais, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en étant potentiellement solo, là j'ai voulu accepter de partager cette parentalité avec lui, mais s'il s'agissait d'une deuxième parentalité, la première chose qui me viendrait à l'esprit, c'est de l'envisager de nouveau en solo. Et donc, moi, ça me posait des questionnements par rapport à tout ça, quoi. Par rapport à moi et à ce à quoi j'étais prête à renoncer potentiellement. Mais enfin, je pense qu'on peut pas tout anticiper de toute façon et que se poser des questions sur des situations qui n'existent pas, en fait, finalement, c'est peut-être un peu se torturer et enfin, dans tous les cas, important d'y penser parce que tu envisages, ce système familial-là. Mais aujourd'hui, en fait, te poser ces questions-là, ben, est-ce que tu aurais vraiment des réponses, en fait, tu vois?
Ben, enfin, pour moi, oui, en partie. C'est pas le fait d'avoir des réponses, mais de savoir ce à quoi je suis prête. Parce que j'entends hein, quand on me dit on peut pas tout anticiper, et je suis totalement d'accord avec ça. Mais dans cette configuration, enfin, spécifique, et le fait d'envisager la PMA solo comme une possibilité de parentalité, ne serait-ce que par les modalités que ça implique en fait. Très concrètement, sachant les délais en France, et ben, à un moment donné, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me réinscris dès maintenant, pour avoir, à un moment donné, un deuxième enfant?» Parce que dans l'idéal, j'aurais voulu, des enfants rapprochés. Alors c'est pas des choses qu'on maîtrise, mais si ça n'avait tenu qu'à moi, et voilà, je me disais: «Ah bah, ça m'irait bien de faire un deuxième enfant, finalement, assez, rapidement», et je me suis posé la question de me dire: «Est-ce que je me réinscris, voilà, dans le parcours français, vu les délais, vu des choses, tu vois, très pragmatiques de cet ordre-là, et le fait d'accepter tout ça, c'était aussi potentiellement renoncer à ça. Par exemple, me dire bon ben si j'accepte de voir comment ça évolue, je renonce potentiellement au reste. Enfin, voilà, ça peut paraître un peu lunaire quand on le vit pas, Non, non, mais non, mais dans tous les cas, je pense que le résultat, c'est que c'est une question de choix et que c'est une question de en fait, il y a un moment où tu prendras ta décision et ça sera la tienne et tu l'auras prise en conscience, donc ce sera la bonne, en fait. Ce sera la bonne pour toi parce que c'est celle qui te conviendra, qui conviendra à ton schéma familial et aux membres qui la composent au final. Parce que quand on décide de créer une famille, il y a un petit peu ça qui rentre en compte et c'est ce que on entend bien, c'est que, ben, ça ne concerne plus que nous 100%. j'aurais pas mieux résumé que ça. C'est exactement ça. En fait, c'est pas tant de vouloir je ne peux pas, que je suis bien d'accord, je ne peux pas décider, et tant mieux. Enfin, je trouve ça plutôt ça, en fait, de pas pouvoir tout prévoir, tout décider, tout anticiper. En revanche, je j'ai pas envie de regretter certaines décisions, et voilà, les décisions que je prends, pour, les assumer pleinement et bien les vivre, moi, j'ai l'impression d'avoir le sentiment qu'il faut que je me questionne avant, que je fasse ces choix en connaissance de cause, et de me dire: «Bon, bah, OK, voilà, j'accepte ça, et après on verra, advienne que pourra». Je sais pas ce que ça donnera, ça je suis OK avec le fait que je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, j'ai pris ces décisions, en conscience, quoi, et c'est ça qui est le plus important pour moi. C'est de Exactement. Merci Colline. Merci beaucoup pour ton honnêteté, pour tes mots, pour ta franchise, pour la discussion que ça a créé, parce que moi j'ai adoré partager ce moment avec toi. Je pense que ça peut aider plein de personnes, ne serait-ce que poser des graines sur le questionnement, pas forcément sur les choix de vie, hein, parce que ça va certainement peut-être aider des mères qui décident, enfin des femmes qui décident de la maternité en solo, mais je pense qu'en fait ça peut aider à peu près toute la population. Mais voilà, je te remercie beaucoup. Si on souhaite te retrouver, parce que finalement, on aurait pu faire un épisode qui durait 3 heures, tellement on aurait pu aborder encore de sujets, c'est vrai, mais bon, le temps passe. Si on veut te retrouver, si on a des questions à te poser, si on veut papoter avec toi, par où ça se passe? Alors j'ai, fait un compte qui s'appelle «Elle a fait un bébé toute seule», en hommage à la chanson de Goldman, qui m'a accompagnée, pendant tout ce parcours, et tout ce cheminement, et voilà, j'essaye de partager, certaines de mes réflexions, et puis, si, des personnes ont des questions aussi en MP sur tout ça, il y a aucun problème là-dessus, et je le redis, c'est important, l'essence de la création de ce compte, même s'il a pris une tournure que je n'avais pas forcément anticipée, ce qui a motivé la création de ce compte, c'est de pouvoir, visibiliser tout ça aussi, au départ, de pouvoir parler de ces questions-là, et c'est pour ça que je tiens vraiment encore une fois à te remercier pour, faire partie de ces espaces, qui permettent de relayer des histoires, de planter des graines pour cheminer, pour questionner ce qu'on prend pour acquis, et je trouve ça extrêmement important, et tous les mots qui sont posés, sur des réseaux sociaux aussi, ou dans des podcasts, aussi, futiles, qu'ils puissent paraître, en fait, je pense que c'est, primordial. Je pense que c'est ce qui fait avancer un petit peu notre société, à notre échelle en tout cas, et c'est important de le faire. Et ce que j'ajouterais aussi, c'est que vous compreniez ou pas ces choix, que vous, pour n'importe quelle raison, juste si vous avez un jugement, si vous avez une phrase que vous ne prononceriez pas à vous-même, abstenez-vous. Merci. À bientôt, Colline. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple.
Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 19 mai, Marie écrivait « Un grand merci pour ce podcast. Je ne suis pas encore concernée par la parentalité, mais je comprends grâce à ton podcast ce que mes proches vivent. Et c'est précieux pour mieux les soutenir au quotidien. » Merci mille fois Marie pour ce message qui me touche au plus haut point, parce que c'est précisément pour cette raison que j'ai décidé de créer Prenons un café. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi. Ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain, et oui, mardi prochain, pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, autour d'un café.